écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci donc aux deux organisateurs, dont Laurine Fontaine, de m'avoir invité, dont je me suis permis de réagir sur le dernier livre. Je pensais que vous connaissiez, c'est Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes, qui est effectivement un peu centré sur cette question du désenchantement du monde dont je vais en partie parler aujourd'hui. Merci de cette invitation, mais en même temps, elle m'a un peu terrifié à un moment donné à se dire qu'est-ce que je vais donc pouvoir raconter dans un séminaire de droit public, quelle que soit par exemple ma proximité avec les juristes, magistrats et autres, vraisemblablement. Alors, j'ai pensé centrer sur deux questions. La première est la valeur est-elle soluble dans la pensée du droit et des affaires, ce que j'appelle après Max Weber la rationalité pratico-formelle. Et la deuxième, c'est les normes ne sont-elles pas en train de remplacer les lois? Gros problème, comme vous savez, évoqué par Montesquieu. Je me suis dit qu'après tout, il fallait que je profite un peu de vous, comme vous profitez de moi. Donc, très vite, et effectivement, c'est bien d'avoir les 20 minutes, comme ça, je saurai essayer d'utiliser ma deuxième partie. Sur le premier, sur la question de la norme, d'abord, je pense que Foucault est bien évidemment incontournable, et je commencerai par une citation rapide de Foucault que vous connaissez tous. Nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s'intégrer à un pouvoir beaucoup plus général, en gros à celui de la norme. Nous devenons une société essentiellement articulée à la norme, ce qui implique un système de surveillance, de contrôle tout autre, une visibilité incessante, une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l'établissement de limites, une mise en diagnostic. La norme devient le critère de partage des individus. Alors, très vite, un rappel d'abord sur ce que j'appellerai après Walter Benjamin le déclin du récit. Aujourd'hui, vous le savez, le cours de la parole a inexorablement chuté. On y reviendra malgré Internet, qui, à mon avis, n'a rien à voir avec la parole. Dans la fabrique des subjectivités, comme dans la construction de l'espace démocratique, la parole a perdu de sa dignité, et donc l'homme de parole, sa légitimité et sa fierté. Et en lieu et place de la parole, ce qui fait émergence, c'est l'information. L'information, c'est vraiment, si vous voulez, le maître mot de nos sociétés dans leur organisation rationnelle, subjective et politique même. Dans un article publié pour la première fois en 1936, Walter Benjamin écrivait à propos du conteur, le conteur c'est le titre de l'article, des fois c'est traduit par le narrateur, c'est parce que l'esprit épique de la vérité, c'est-à-dire la sagesse, est en voie de disparition. Voilà pourquoi l'âme du récit tend à se perdre. Et il rappelle, il s'agit d'un phénomène concomitant à l'évolution historique des forces productives, ce mouvement qui, au cours des siècles, de façon tout à fait progressive, a éliminé le récit du domaine de la parole vivante. Je crois que le terme de parole vivante est extrêmement important, comme le terme aspect épique de la vérité est important. Ce sont justement ceux qui aujourd'hui, si vous voulez, se trouvent en quelque sorte évacués. C'est pourquoi, dit d'ailleurs Benjamin, nous sommes aujourd'hui incapables de porter conseil aux autres et de nous porter conseil. Il termine d'ailleurs son article de manière magnifique en disant que le conteur est la figure où le juste se rencontre lui-même. Voilà pourquoi aussi aujourd'hui, malgré la judiciarisation, peut-être à cause de la judiciarisation des mœurs, nous perdons l'aspect épique de la vérité et de la justice. Donc, si vous voulez, on peut dire, et pour faire vite et simple, que dans nos sociétés postmodernes, eh bien, nous croyons de moins en moins à les grands récits de légitimation, des méta-récits, si vous voulez, mythes, idéologies, etc. Et donc, il y a véritablement un vide, là, au sein de la culture, qui tend à être saturé par autre chose que Jacques Ellul appelait le système technicien. Donc une saturation par le système technicien, dont les nouvelles technologies, bien sûr, amplifient la puissance et le pouvoir. Comme Jean-François Lyotard, vous avez un certain nombre d'auteurs que j'aime beaucoup, quand j'aurais parlé d'Hannah Arendt et de Camus, vous serez complètement, si je sais, saturé. Comme Jean-François Lyotard l'avait noté, le statut du savoir change dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'il y a un déclin du savoir narratif au profit des savoirs non narratifs. Les savoirs non narratifs qui, finalement, n'ont comme toute préoccupation que de faire en sorte que ça marche. Alors, comme le disait Jacques Lacan, le désir du maître, c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne.
Donc nous sommes tout à fait dans ce type aujourd'hui, si vous voulez, de société. Un vrai maître ne désire rien du tout, il désire que ça marche. Alors nous sommes donc aussi en même temps, d'un point de vue moral et philosophique, dans ce qu'on peut appeler un instrumentalisme qui écrase la pensée et la parole et qui vise bien sûr aujourd'hui à saturer justement ce vide subjectif et démocratique dont je parlais. Au point que cet instrumentalisme, dont Adorno déjà avait remarqué qu'il n'était pas une forme de pensée, mais qu'il était la seule forme de pensée qui tendait à évacuer les autres, c'est un point très important, si vous voulez, eh bien, cet instrumentalisme tend à s'étendre à l'infini. Si vous prenez par exemple le rapport de Jean-François Lyotard au Conseil des universités du Québec, il a une formule que je vais lire, s'il me permettra d'aller plus vite. Il écrivait « Il est raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la circulation des connaissances, autant que l'a fait le développement des moyens de circulation des hommes d'abord, le transport, des sons et des images ensuite, les médias. Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte, il ne peut passer dans les nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantité d'informations. On peut donc en tirer la prévision que tout ce qui dans le savoir constitué n'est pas ainsi traduisible sera délaissé, et ce que l'orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine. Vous avez la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans ce dispositif de servitude volontaire et de soumission sociale que constitue ce que j'appelle la néo-évaluation, c'est-à-dire l'injonction à devoir transformer l'ensemble des recherches que vous faites en quantité d'informations calibrées selon des critères et des standards prédéterminés, par exemple les impact factors des revues qui déterminent les facteurs H, facteurs M de productivité des enseignants-chercheurs, bref, tout ce dispositif d'imposture auquel vous faisiez allusion quand vous parliez de la fabrique des imposteurs, c'est effectivement le livre qui a eu le plus grand succès, c'est l'ensemble de mes ouvrages qui correspond, à mon avis, à une question concernant notre époque. Alors, les transformations de la parole en traduisible, si vous voulez, en marchandise, d'abord en langage de machine, bien évidemment, ça signifie aussi, si vous voulez, que si c'est traduisible en langage de machine, c'est-à-dire en valeur définie quantitativement, procéduralement et formellement, eh bien, il y a là une affinité élective, ce que les marxistes appellent une alliance objective, avec la société du spectacle et de la marchandise, pour prendre Guy Debord. C'est qu'effectivement, rien n'est plus facile d'être converti en marchandise que ce qui a déjà été converti, si vous voulez, en langage de machine, c'est-à-dire en quantité d'informations. Donc, bien sûr, vous comprenez aussi pourquoi, par exemple, dans un domaine que je connais un peu, eh bien, il y a un renversement des hiérarchies des disciplines médicales, parce que, bien évidemment, la clinique, par exemple, médicale, qui était souvent accouplée à la physiologie, aujourd'hui est, si vous voulez, dans l'arrière-fond des archives des boutiques médicales. Ce qui compte, ça va être l'épidémiologie. Ce qui compte, si vous voulez, ça va être tout ce qui est technique, même au niveau gynécologie, ça va être la gynécologie obstétricale, bien évidemment. Du point de vue de la pédiatrie, ça va être la pédiatrie très lourde et haute. C'est tout ce qui mobilise un savoir quantifié et tout ce qui mobilise, bien sûr, une infrastructure technique importante. Alors, ça veut dire quand même que nous avons changé notre manière de concevoir la valeur. Je n'ai pas le temps de développer ici, puis ce n'est pas mon propos, toute une généalogie autour de ce concept de valeur, mais par exemple, même pendant très longtemps, si vous voulez, la valeur n'a pas été forcément accouplée au prix ou à la mesure. Il y a eu d'autres manières de déterminer, si vous voulez, la valeur. Donc, aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus, puisque non seulement nous avons financiarisé le concept de valeur, mais qui plus est, nous le financiarisons avec des critères très précis, très définis autour de la procédure, autour de la quantité et autour de la formalisation. Alors, je vous l'ai dit, je voudrais aller vite, donc je vais sauter les autres choses que je pensais vous dire, mais vous voyez, en gros, aujourd'hui, la normalisation, elle va passer nécessairement aussi par une espèce de technicisation.
la technique, c'est formidable, hein, je ne suis pas technophobe. La technique, c'est tout à fait formidable. C'est formidable parce que vous avez besoin de brancher un fil électrique dans une prise. C'est formidable parce que vous avez besoin d'ajuster une clé à une serrure, etc. C'est beaucoup plus problématique, bien sûr, dès qu'il s'agit de l'humain, dès qu'il s'agit de la morale, dès qu'il s'agit de la culture, ou dès qu'il s'agit de la politique. Donc je crois que, si vous voulez, aujourd'hui, il faut bien voir que les manières que nous avons d'évaluer, qui sont à peu près partout les mêmes, hein, rassemblés autour de critères toujours, je répète, quantitatifs, formels, procéduraux, sont les résidus de ces dispositifs-là, et sans réflexion forcément politique ou sans réflexion culturelle ou anthropologique. Et cette manière d'évaluer, elle colonise l'ensemble des champs. L'ensemble des champs. Vous savez, vous avez bien voulu faire allusion à l'appel des appels, qui est un mouvement qui a été lancé fin 2008, début 2009, qui est parti d'une pétition qui a rassemblé 80 000 signataires, bien sûr, où des professionnels du soin, de la justice, de l'information, de la culture, du travail social, de l'enseignement, de la recherche, etc., ont considéré qu'aujourd'hui, les nouvelles formes d'évaluation pervertissaient en quelque sorte leur métier, et en particulier se fondaient sur une logique des moyens davantage que sur une adéquation aux finalités. Pour être très concret, par exemple, un médecin, ou un psy, ou un infirmier, en principe c'est fait pour soigner, et non pas pour répondre à des injonctions, si vous voulez, de faire entrer par la tarification à l'activité, ce qu'on appelle la T2A, un certain nombre de volumes financiers au pôle médico-chirurgical. Un enseignant, en principe, c'est fait pour enseigner et participer à l'esprit critique et citoyen des élèves, et leur apprendre, si vous voulez, ou leur donner le goût, en tout cas, d'acquérir des connaissances, et non pas de répondre à des scores définis pour établir le palmarès des universités, c'est-à-dire nombre de mentions bien ou très bien au bac, nombre de bacheliers admis, etc. En principe, un chercheur s'est fait pour chercher, et non pas pour répondre à des injonctions de production, de scores, de nombre d'articles publiés dans des revues à fort impact factor, ce qui signifie très concrètement, j'ai été 15 ans élu au Conseil national des universités, j'ai été vice-président et président de ma section, j'ai été 7 ans expert au ministère de la Recherche, j'ai lu les évolutions très rapidement. Aujourd'hui, ce qui compte, et évidemment ça fabrique des imposteurs, des cyniques, des opportunistes, ce qui compte, ça va être de pouvoir attester d'une insertion dans un réseau intellectuel hégémonique, c'est-à-dire essentiellement états-unien. Pour aller vite et simple, par exemple, si vous prenez Nature of Science, eh bien, vous avez entre 75 et 80% des auteurs qui publient en ces revues prestigieuses qui ont leur adresse aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, si vous voulez, il y a des disciplines où c'était justifié que les États-Unis assurent le leadership, cancéro par exemple, mais il y a d'autres domaines, comme la psychiatrie par exemple, ou la psychologie ou autre, où rien ne justifiait, si vous voulez, ce leadership. Donc, c'est une redistribution des cartes où nous allons, de manière tout à fait stupide, niaise, il faut bien le dire, y compris politiquement, accepter que les atouts soient donnés par les autres. Et donc, à partir de ce moment-là, bien sûr, bon, on l'a dit en psychiatrie, là je ne vais pas de développer, mais comment, si vous voulez, rapidement, toute la psychiatrie continentale qui avait une histoire très très forte et très très grande, si vous voulez, a été bradée au profit d'une pensée purement statistique et gestionnaire, qui était la pensée, enfin la pensée, c'était même pas de la pensée, c'était une méthode, il suffit de reprendre l'histoire, c'était une méthode de gestion statistique des populations asilaires. Donc c'est même pas la grande pensée psychiatrique, c'est la pensée allemande et française essentiellement. Bon, je vais vite, parce que sinon j'en ai pour très longtemps, mais peut-être vous donner juste un exemple qui vous parlera, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui, par exemple, dans une conception pour le journalisme, que je connais un peu, de la radio, de la télévision, de la presse, nous sommes dans une conception qui est celle de la logique d'audimat, que Bourdieu a très bien déconstruit à propos de la télévision, c'est-à-dire, si vous voulez, ce qui compte, ça va être le nombre d'auditeurs, le nombre de lecteurs, le nombre de podcasts, et c'est le nombre de commentaires que vous produisez. Or, cette logique de marché, elle est l'introduction, c'est le cheval de Troie, si vous voulez, pardon, cette logique de l'audimat, elle est l'introduction
le cheval de Troie d'une logique de marché dans des secteurs qui jusque-là avaient été quelque peu exemptés. Donc si vous voulez, pour dire la chose très simplement, la télé ou la radio aujourd'hui, c'est celle de Berlusconi. C'est pas le RTF. C'est pas la télé de Gaulle, où en gros, il y avait, si vous voulez, la télé du parti. Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est le parti de la télé. Ce n'est pas tout à fait, bien sûr, la même chose. Il y a eu des historiens qui ont publié là-dessus des choses fort intéressantes. Alors, je vais faire vite et simple, encore une fois, avant d'arriver à mon propos. Aujourd'hui, la néo-évaluation est une nouvelle manière de donner les ordres sans en avoir l'air, en s'appuyant sur une prétendue objectivité formelle, technique, gestionnaire et comptable. Et bien évidemment, elle vient en lieu et place de l'autorité. Depuis Hannah Arendt, on sait bien que lorsque l'autorité est en crise, c'est le pouvoir normatif justement qui s'accroît. Et pour pouvoir passer, eh bien, il importe que, si vous voulez, ces décisions. Alors, je cherchais une citation que je ne retrouve plus d'Hannah Arendt qui était très belle là-dessus. Si je la trouve, je vous la donne. Ces décisions, il faut qu'elles aient l'air absolument, justifiées, légitimes. Et pour cela, n'est-ce pas, on fait appel à ce que le grand historien polonais Johann Breusen appelait une neutralité de nuque. D'ailleurs, on l'a vu récemment encore avec Stanislas Dehaene, lorsqu'il a proposé, n'est-ce pas, d'étudier les stratégies d'acquisition des connaissances, il a dit on va mettre fin à l'idéologie, on va s'appuyer sur la science. Comme si dire ça, ce n'était pas déjà un impensé idéologique. Donc vous avez typiquement, là, c'est on va être neutre. On sait bien que quand on veut dire on va être neutre, il y a là un impensé, si vous voulez, idéologique. Alors, je vous donne juste la citation d'Hannah Arendt, et du coup ça me permettra d'aller plus vite. À la place des décisions arbitraires du tyran, nous trouvons des règlements hasardeux, de procédures universelles, règlements qui sont sans malice et sans caractère arbitraire, parce qu'il n'y a pas de volonté derrière eux, mais qui sont également sans appel. Quant aux dominés, le réseau de modèles dans lequel ils sont pris est de loin plus dangereux et plus mortel qu'une tyrannie purement arbitraire. Bien sûr, il s'agit d'un mode ironique de dire que dans les sociétés, si vous voulez, bureaucratiques, finalement, vous vous trouvez encore beaucoup plus exposé à l'arbitraire de ces décisions et qui sont, comme vous le savez, n'est-ce pas, si vous reprenez Max Weber, sur les logiques de domination, qui sont justement liées à des manières de gouverner qui se veulent essentiellement bureaucratiques, technocratiques et neutres. Alors, rien de mieux que les chiffres pour assujettir les individus et les masses, en les obligeant à incorporer la logique des choses inertes, la subordination des travailleurs aux fonctions qu'exige le système technicien. On voit bien, je fais vite encore, on voit bien, si vous voulez, comment, par exemple, au niveau médical, on va demander d'incorporer une norme gestionnaire dans la détermination des actes de soins ou des actes de diagnostic. On voit bien donc comment, par exemple, à l'université aussi, au niveau de la recherche, vous allez répondre à des appels d'offres. Vous allez faire de la recherche, vous pouvez faire de la recherche il y a 30 ou 40 ans, vous allez répondre à des appels d'offres et vous allez déterminer des stratégies qui peuvent vous permettre de produire en quelque sorte les articles ou les publications en tout cas qui sont adéquates, si j'ose dire, au réseau dominant pour pouvoir avoir un très beau dossier. Je peux vous dire que le nombre de dossiers d'imposteurs que j'ai eu passer entre mes mains, que ce soit pour habiliter des laboratoires de recherche ou que ce soit, si vous voulez, pour des promotions de professeurs en première classe, classe exceptionnelle, etc., ou des maîtres de conférences, des recrutements, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens adoptent si vous voulez, ce que Bourdieu appelait des habitus, des manières, ils ont acquis des habitus, des manières de se prédisposer à agir, à penser d'une certaine façon pour répondre justement aux normes. Donc voilà, c'est sensiblement que je voudrais, si vous voulez, développer. Et sur ce point encore, vous dire que nous sommes aujourd'hui face à ce que j'appelle une prolétarisation généralisée des existences. Qu'est-ce que c'est que cette prolétarisation généralisée des existences? Si vous vous souvenez du terme employé par Marx à propos du prolétaire, terme qu'il prend dans l'Antiquité, comme vous savez, le prolétaire, c'est pas seulement celui, n'est-ce pas, qui est misérable. Le prolétaire,
chez Marx, n'est-ce pas, c'est le jeune Marx, le Marx hegelien, c'est le Marx, si vous voulez, qui réfléchit sur l'aliénation, notamment dans le travail, n'est-ce pas, et les moyens de s'en émanciper. Le prolétaire, c'est pas simplement, si vous voulez, l'ouvrier qui se trouve, de par son urbanisation, de par sa désaffiliation de son milieu social, familial, rural, hein, qui se trouve dans un état misérable. Il est pas seulement misérable parce qu'il a peu de moyens matériels, il est misérable en tant que son savoir-faire, son savoir-être, c'est-à-dire si vous voulez, son patrimoine, son capital artisanal, c'est-à-dire la manière d'accomplir une œuvre, pour aller très vite, se trouve confisqué par des machines, un mode d'emploi des machines qui prescrivent des actes de plus en plus rationalisés, fragmentés, organisés. Et comme le dit Simone Veil, tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'artisan vers le mode d'emploi de la machine, et l'humain n'est plus que le prolongement de l'instrument. Elle a cette phrase terrible, on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Alors, comme je suis bien loin de ce que je pensais donc encore une fois, si vous voulez développer, disons que avec cette néo-évaluation, on est dans une forme suprême de sociodicée, comme le disait encore Bourdieu, qui au nom de la fin des idéologies ou au nom de la fin de l'histoire, qui sont des illusions, vous savez, n'est-ce pas, impose des rites sociaux qui finalement permettent le passage du capital industriel à une culture du capital financier. Alors, pour faire encore une fois très vite, donc si vous voulez, aujourd'hui, les logiques de domination doivent passer, encore une fois, par cette normalisation des comportements, qui vont donner, par exemple, une certaine culture normative, un nouvel esprit, par exemple, du capitalisme. Et je n'ai pas terminé par rapport à ce que je voulais dire sur la prolétarisation. Ce que Marx a décrit de la prolétarisation, si vous voulez, du monde ouvrier, aujourd'hui, le monde ouvrier représente 8 à 12% de la population française. La prolétarisation, aujourd'hui, elle impacte le monde paysan, puisque le paysan se trouve en quelque sorte, son savoir-être, son savoir-faire, son savoir sont confisqués par les exigences en production agro-industrielle. De la même manière, aujourd'hui, le médecin, l'infirmier, le psy, le travailleur social, le magistrat, l'enseignant, le chercheur, le journaliste, l'acteur culturel se trouvent prolétarisés en tant que leur savoir-faire, leur savoir-être, leur savoir sont confisqués par des machines immatérielles mais aux effets bien réels, que sont les protocoles d'évaluation, les règles de bonne pratique, etc. Tout ce droit mou, si j'ose m'aventurer sur votre terrain. Donc il y a cette inflation dont je vais reparler. Alors ça a donné lieu avec l'hybridation, par exemple, du public et du privé. Et dernièrement, il y a eu ce travail de Pierre Bierbohm qui est très intéressant sur la question de l'État, avec cette hybridation de cette culture du privé, cette culture du public. Ça a donné lieu, par exemple, à la LOLF en 2001, la loi organique sur les finances. Ça a donné lieu à la stratégie de Lisbonne de 2000. Ça a donné lieu à la RGPP, etc. Si vous voulez, toutes ces chartes, finalement, qui définissent des protocoles de normalisation de nos manières d'être et de travailler. Or, il faut savoir que dans une société du travail, comme l'appelle Hannah Arendt, le travail est un grand organisateur social, et du coup, il n'y a pas plus douloureux que d'être sans travail dans une société du travail, bien évidemment, et il va de soi que les normes acquises sur les lieux professionnels, elles sont incorporées entre cuir et chair, et elles deviennent des habitus qui ensuite s'actualisent dans nos relations affectives, amoureuses, amicales, familiales, etc. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui à nous présenter sur des sites de rencontres comme nous nous présenterions un entretien d'embauche, c'est-à-dire dans une posture d'auto-réification, d'auto-chosification. Donc je pense que, je vais sauter plein de choses, si vous voulez, il faut bien voir que là, on est justement dans une certaine dévaluation, dévalorisation du métier, au profit de potentiels de situation définis par des modules selon des critères extrêmement technocratiques et qui sont eux-mêmes branchés sur des
dispositif d'évaluation essayant de régulariser, essayant de corriger. Il n'y a pas de punition, on est dans une espèce de séquestration généralisée des populations en vue, encore une fois, de les normaliser, c'est-à-dire de les rendre conformes à des règles qui ont été définies. Alors, pour aller vite et pour faire simple, je suis parti, là je commence maintenant, je suis parti, si vous voulez, des types de rationalité définis par Max Weber que je vais vous rappeler. Max Weber distingue la rationalité formelle, la vôtre à mon avis, c'est celle du droit. C'est cette forme de rationalité de l'action qui repose sur des processus de décision qui opèrent sans considération de personne, en référence à des règles, à des lois, à des statuts, à des formes de régulation définies formellement. Je crois que c'est très important. Cette rationalité formelle dans la sphère économique s'accroît à mesure que se développe le système technicien dans le champ des lois du marché, sans préoccupation éthique, par exemple, autre que la conformité aux règles communes de législation. C'est, à mon avis, la règle des techniques méthodiques. Enfin, c'est comme ça que je définirais les choses. Ensuite, vous avez la rationalité pratique. La rationalité pratique, pour faire vite et simple, c'est le mode de raison des affaires. C'est-à-dire, c'est une forme de rationalité de l'action qui consiste dans des conduites déduites de calculs rationnels moyens fins pour permettre une adaptation pragmatique au mieux des intérêts ordinaires et en vue d'une adaptation aux situations. C'est, encore une fois, la maîtrise des moyens de la vie ordinaire de manière intéressée. Si vous voulez, là aussi, pour rejoindre Foucault, c'est l'homme sujet de son intérêt. Vous avez la rationalité théorique, je passerai très rapidement là-dessus, qui est une forme de rationalité qui se saisit de la réalité non par l'action, mais par des concepts de plus en plus précis et toujours inscrits dans des systèmes symboliques. Donc ce qui va prédominer là, c'est la forme de rationalité embrassant l'ensemble de pensées logiques, déductives, productives d'ailleurs, pour produire des visions du monde, que ce soit des systèmes philosophiques, des mythes, des religions ou des politiques. Donc, vous avez après, et j'y viens, la rationalité substantielle, c'est-à-dire c'est le style de rationalité qui permet à l'humain d'agir de façon rationnelle par rapport à des valeurs. C'est le domaine de l'éthique, le domaine de la morale, le domaine des religions, c'est aussi le domaine des sentiments profanes, de l'amour et de l'amitié, ou c'est encore le domaine des idéaux, si vous voulez, politiques. Alors là, je n'ai pas le temps de développer, je ne suis pas là pour ça, mais j'essaie de montrer que, par exemple, l'émergence des théorismes aujourd'hui est surdéterminée, je dis bien surdéterminée, je ne dis pas causée, mais surdéterminée justement par une crise, si vous voulez, de la rationalité substantielle au profit d'une rationalité pratico-formelle et qui produit bien sûr des réactions de rejet au nom de la religion, même si c'est une instrumentalisation de la religion. Alors j'ajouterai, mais je n'ai pas le temps de développer là, j'ajouterai une autre forme de rationalité mais qui est plus weberienne, qui est gorienne, si j'ose dire, ça serait une rationalité mythopoétique, c'est-à-dire une rationalité accueillant la pensée poétique au sein de tout discours, si vous voulez, c'est-à-dire ce que mon ami et maître Constant appelait justement la pensée poétique en psychanalyse, je le cite. Le poète est une figure de l'enfant, le poète c'est l'enfant en nous, maltraité, écrasé, étouffé, auquel le travail et l'éthique peut dans le meilleur des cas redonner vie, redonner droit de cité. Ce qu'il me plaît d'entendre d'une oreille enfantine, c'est le petit enfant toujours présent qui parle par la bouche du patient, l'enfant que dans l'interprétation du rêve, comme le note Freud, on a la surprise de trouver toujours vivant avec ses impulsions. Alors, pour vous donner juste un exemple et passer à notre point, on voit bien comment, par exemple, dans le dialogue médecin-malade, en permanence, vous avez une infiltration de ces types de rationalité. Et nous, notamment, la limite aujourd'hui, on avait fait un livre sur le consentement il y a quelques années avec des amis juristes, scientifiques et autres, et médecins et autres, si vous voulez, on voit bien comment, aujourd'hui, n'est-ce pas, la question du consentement qui repose sur une information loyale et éclairée, et qui est effectivement le critère différentiel, je dirais, de l'expérimentation médicale sur l'humain dans les démocraties, par opposition, bien sûr, au totalitarisme nazi, puisque c'est de là dont sont issus, comme vous le savez, les lois éthiques. Et ils ont trouvé, le seul critère qu'ils ont trouvé, c'est celui-là, c'est la question du consentement. Cette question, elle repose sur, je dirais, une information quasiment savante.
Et comment, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous signez tous les papiers, consentement, il va de soi que vous ne savez pas du tout ce que vous signez. Parce que de toute façon, les questions que le patient se pose n'ont strictement rien à voir, ou pas grand-chose, avec les informations que le médecin donne. Et il ne peut pas en être autrement, d'ailleurs, parce que ça ne s'inscrit pas dans la même région ontologique, ça ne s'inscrit pas dans la même région méthodologique. Et je vais vous donner un exemple de surgissement de la pensée poétique, si j'ose dire, dans le dialogue médecin-malade. C'est une enquête qui a été faite par un anthropologue, d'ailleurs, Sylvie Finzan, là-dessus. N'est-ce pas c'est une patiente qui a eu un cancer, elle a été opérée, mais elle a des contrôles réguliers du foie. Et là, le dernier examen, le scanner a objectivé 2 nodules. Alors bien sûr, le médecin, quand il reçoit sa patiente, il insiste sur la nécessité de nouveaux contrôles, de surveillance, etc. Et elle dit, oui, mais j'ai 2 petits nodules, oui, elle m'a introduit, j'ai 2 petits nodules, mais je vais très bien, j'ai regrossi. Alors, et donc, ils continuent à échanger, et puis, le médecin, lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle vienne régulièrement, c'est qu'elle contrôle, c'est qu'elle fasse attention. Et alors, elle lui dit à un moment donné, c'est sa question, à votre avis, je suis guéri? Et il lui répond, non pas entièrement. Et la patiente a tort quand même, pour 2 ovules. Donc, si vous voulez, vous avez là, dans cette transformation de mots, de cette matière signifiante, pour aller très vite, n'est-ce pas, le surgissement de la pensée poétique, je dirais, de la patiente dans un dialogue, si vous voulez, médecin-malade, auquel le médecin est complètement, bien évidemment, étranger, puisqu'avec sa cruauté de la pensée savante, il répond non, pas des ovules, des nodules. Et donc, tel, si vous voulez, un lapsus métopoétique reprend vie au sein d'un dialogue qui, lui, est centré, de par les normes, justement, est centré sur l'échange d'informations. Je conclue très vite. Si vous voulez, tout discours au sens fort du terme, toute culture est traversée par ces styles de rationalité qui sont des styles de rationalité type chez Weber, bien sûr, hein, ils ne sont jamais dans une existence pure, vous en doutez. Et bien sûr, il y a un conflit potentiel entre ces types de rationalité en permanence. Et aujourd'hui, en Occident, dans nos démocraties libérales, je dirais que la rationalisation des conduites de vie atteint un tel point, justement, qu'il y a cet écrasement des rationalités substantielles, c'est-à-dire éthiques pour aller vite, politiques, de valeurs poétiques. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est installé comme ça, et qu'est-ce qui fait que, on voit bien que ça ne cesse pas, au contraire, ça ne fait que s'accroître, et ça produit, à mon avis, bien sûr, des réactions très violentes, comme l'émergence du populisme, du racisme, d'extrémisme et autres. Eh bien, parce que, je citerai Max Weber pour pouvoir développer l'autre point, il dit « Nous ne cessons de constater, y compris pour des sphères de vie, de conduite de vie qui évoluent apparemment indépendamment les unes des autres, que c'est en Occident, et seulement en Occident, que se sont développés certains modes de rationalisation. » Et ce qu'il nous dit, si vous voulez, c'est que cette rationalisation, eh bien, elle a été, des conduites de vie, elle a été nécessaire pour imposer une vision du monde, pour aller vite. Vous connaissez son travail sur le désenchantement du monde, son travail sur l'éthique protestante et l'aspect du capitalisme, parce qu'il ne suffisait pas pour que le rationalisme économique se développe, qu'il se développe simplement dans la sphère de l'économie. Il était extrêmement important pour que ce rationalisme économique se développe, ce qu'on appelle le capitalisme, les formes du capitalisme, mais c'est plusieurs se développent, il était important que les individus adoptent des postures rationnelles visant à exploiter, si j'ose dire, la nature et eux-mêmes sur ce mode de rationalité. Donc c'est un enjeu politique majeur, qu'on ne va pas simplement changer par des lois. C'est ce dont je vais parler tout à l'heure, d'ailleurs au Sénat, parce que j'arrive à comme ça. Ce n'est pas les lois qui vont changer ça. C'est-à-dire que ce sont, si vous voulez, des normes qui se sont installées, et qui se sont installées nécessitées par, je dirais, les rapports sociaux de production. Et donc on ne va pas les changer comme ça. Alors ça a des conséquences extrêmement importantes. Bon, vous voyez par exemple que du point de vue de la morale, qu'elle soit une morale civile ou autre, eh bien, civile ou autre, on voit bien que, en gros, ce qui va être même produit comme loi, c'est du côté de formes de comportement. On a l'exemple par
me lancer là-dedans, mais du côté du harcèlement sexuel, etc., c'est du formalisme. C'est du formalisme, c'est du formalisme qui va capter des conduites et savoir si ces conduites sont conformes ou pas au schéma qui a été prédéfini. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un vrai problème. Simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce vrai problème, il est traité par des solutions adéquates à notre culture, c'est-à-dire des solutions que moi j'appelle, si vous voulez, pratico-formelles. Combien ça me rapporte et est-ce qu'elles sont parfaitement adaptées aux formes qui ont été prédéfinies. Et ça, c'est contraire à l'enseignement même de la morale. Walter Benjamin a une très belle phrase que je vous cite. Il dit « La loi morale ne demande pas l'accomplissement de tel ou tel acte matériel, mais de l'acte moral. » Mais il dit la loi morale et la norme de l'agir, elle n'en donne pas le contenu. C'est vraiment, si vous voulez, pour dire simplement, ce qui compte, ce n'est pas le comportement que vous avez, c'est l'intentionnalité. Or, dans une, si vous voulez, dans la législation, dans la culture qui est la nôtre aujourd'hui, on est du côté des formes de comportement et on n'est pas du côté, si vous voulez, de la substance éthique de ces comportements. Alors, il a cette phrase, le danger le plus grave de l'enseignement de la morale réside dans la motivation et la législation de la volonté pure, donc dans l'oppression de la liberté. Si l'enseignement de la morale s'assigne réellement pour lui de la formation morale de l'élève, il se trouve mis devant une tâche impossible à accomplir. Et il ajoute, au sein de laquelle le seul concept du devoir menace de se perdre. Donc on voit bien, vous voyez, on voit bien, c'est un peu la question que vous avez des juristes, on voit bien comment, si vous voulez, aujourd'hui, en somme, ce qui est capté, ce sont des structures formelles de comportement, et savoir si ils sont ou pas adéquats, elles sont ou pas adéquates, si vous voulez, aux standards et aux normes, et non pas, en quelque sorte, la substance même, si vous voulez, de ces comportements. Donc, plus concrètement, et je passe ensuite au deuxième point, ça va, c'est grave. Plus concrètement, on constate aujourd'hui, vous m'avez dit 1 heure, Laurie, j'ai le papier, formellement. D'accord, formellement. Très bien, très bien. Plus concrètement, on constate donc que le devoir de s'adapter aux contraintes normatives qui pèsent sur les activités des professionnels, aux exigences qui s'imposent à leur existence, si vous voulez, on voit bien comment, en gros, pour dire la chose simplement, ça va définir des conduites qui ne sont pas adaptées aux situations, mais qui sont adaptées au score prédéfini par les normes d'évaluation. Donc en gros, vous n'allez pas faire une thèse sur un sujet qui vous intéresse avec un patron passionnant, vous allez faire une thèse pour la faire en 2 ans, 3 ans, si possible cofinancée et en co-tutelle, et donc vous allez déterminer tout un ensemble de comportements qui pourrait-on dire, vient corrompre ce qui pourrait être, n'est-ce pas, le désir, si vous voulez, de faire une recherche. C'est-à-dire qu'en gros, cette structure formelle, elle est vraiment déterminante. Moi, j'ai vu en 15 ans, si vous voulez, le Conseil national de l'université, j'ai vu évoluer les évaluations, j'ai vu évoluer les dossiers, c'était incroyable. À la fin, quand j'ai décidé de ne plus m'occuper d'expertise, et j'ai écrit en conséquence, si vous voulez, c'est à partir du moment où on me dit, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans le débat de l'article ou de la thèse dont tu présentes le rapport. Tu dois donner que les éléments formels. Et si je dois donner les éléments formels, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. S'il s'agit simplement d'apprendre des stratégies, en quelque sorte, aux étudiants pour faire en sorte que leur thèse ait un bon jury, une bonne co-tutelle, des éléments formels, la faire le plus rapidement du monde. Je n'ai pas de problème, j'ai ma thèse en 2 ans, je m'en fous, à une époque, elle se faisait en 4 ou 5 ans. Je n'ai pas de problème. Et si vous voulez, s'il s'agit uniquement de déterminer des stratégies formelles, je pense que nous perdons l'essentiel, nous perdons notre âme, nous perdons notre esprit. J'ai repris la parole de Marx. De Marx, c'est un monde sans esprit, nous perdons, si vous voulez, l'essentiel de nos activités.